Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de C'est quoi ta spécialité? Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Dr. Kessus, qui est une médecin de famille qui travaille particulièrement avec la population pédiatrique. Elle travaille présentement à une clinique Teeny Tot, ça s'appelle à Montréal. Puis, elle fait aussi un autre volet de sa pratique qui est de l'enseignement aux étudiants en médecine. Donc, nous, on l'a eu comme professeur. Ouais. Puis pour vrai, là, même si t'es pas intéressé par la pédiatrie tant que ça, même si la médecine familiale t'intéresse semi, écoute-le. Là. Je dirais que c'est un de nos top épisodes. Elle donne des super bons conseils pour n'importe quel étudiant en médecine qui essaye de choisir sa spécialité. Elle donne beaucoup d'infos aussi sur les prèmes, puis c'est dit vraiment simplement. Fait que ça nous a vraiment aidé à comprendre de ce concept-là. Là. Bref, c'est un épisode et une invitée en or, fait que manquez pas ça. Vraiment, là. Elle donne des full bons conseils sur peut-être que ton premier choix fonctionne pas. En tout cas, on laisse ça là-dessus. Allez voir. Bon épisode! On voulait prendre un moment avant l'épisode pour remercier nos commanditaires Archer, qui est une firme de finance spécialisée pour les médecins et les étudiants en médecine. Ils sont tellement agréables avec nous, tellement agréables à travailler. On vous conseille fortement de les contacter. Oui, c'est ça. C'est du monde facile d'approche. Les consultations avec eux, c'est gratuit. Fait qu'hésitez pas à envoyer un courriel. Le lien est en dessous des vidéos. Puis, c'est ça. Ils peuvent répondre à vraiment toutes vos questions que vous avez par rapport à vos finances personnelles, par rapport aux prêts et bourses du gouvernement, par rapport aux assurances que vous pouvez avoir, des placements que vous pouvez faire pour essayer de maximiser vos finances. Fait que, bref, peu importe c'est quoi votre question, contactez-les puis ils vont avoir les réponses pour vous. Merci Archer! Attention, on a une annonce spéciale à faire. Dans le fond, nous, on va prendre notre retraite de podcast là, après cette saison-ci. Donc, on est à la recherche de quelqu'un, ou en fait de 2 personnes qui seraient partants pour nous remplacer puis continuer notre beau projet. Oui, idéalement, on aimerait ça des étudiants en médecine, bien sûr, pour continuer un peu dans la même lignée. Des étudiants qui sont peut-être en première année ou en pré-med, qui vont pouvoir prendre le projet pour plusieurs années. Aussi, on vous suggère fortement, si ça vous tente, d'appliquer entre amis, 2 à 2. C'est toujours plus facile de faire des discussions comme ça quand on le fait entre amis. Donc, si vous êtes intéressé, écrivez-nous, envoyez-nous une petite description de pourquoi vous êtes intéressé. Puis, ouais. C'est ça. On attend vos CV. Donc, bonjour. Merci beaucoup, Dr. Kessus, d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir. Nous, on aime ça souvent partir un peu du début. Donc, Est-ce que vous savez depuis toujours que vous vouliez aller en médecine? Honnêtement, oui. Pas mal depuis toujours. Depuis jeune. Honnêtement, pas pour les bonnes raisons, je pense. Juste parce que, écoute, j'ai toujours été bonne étudiante, bonne en maths, bonne en sciences. Je me suis fait dire régulièrement, tu es très bonne en médecine et tu devrais poursuivre la médecine. Ça m'a comme resté dans la tête. Dans ma famille, aucun médecin. Alors, je ne suis pas entourée par des professionnels de santé, loin d'être, comme aucune infirmière, pas de médecin, rien du tout. Écoute, j'ai toujours eu un intérêt dans les études de la science. Ça a toujours été mon intérêt en secondaire, au cégep. Pour moi, ça a été comme un parcours très naturel. Maintenant, quand j'évalue comme en rétrospective qu'est-ce qui me donne mon plaisir dans ma carrière, c'est pas pour ces raisons-là que j'ai pensé rentrer en médecine. Mais oui, essentiellement. Ça a toujours été mon path. C'était toujours le plan A. Il n'y avait pas de plan B. Puis j'étais vraiment chanceuse que ça s'est comme super bien déroulé. Mais oui, depuis jeune. Donc, vous êtes rentrée après le cégep directement? Alors non, en fait. 2 années de cégep en sciences santé. Et puis, j'ai fait un baccalauréat en sciences, en physiologie à McGill de 3 ans. Et puis, je suis rentrée direct de mon baccalauréat. Alors, pas de break entre. Alors, baccalauréat de 2017 à 2010 et puis admission 2010. Je sais pas si ça a été votre cas, mais j'ai l'impression que ceux qui sont pas entourés de médecins, des fois, on rentre, mettons, en médecine, puis là, on réalise que, OK, c'est pas le endpoint. Là. C'est là qu'on réalise qu'il y a tellement de différentes spécialités qu'on peut faire, puis qu'il faut comme choisir à nouveau, genre un peu c'est quoi notre carrière. Dans le domaine de la médecine. Oui, exactement. Alors, non seulement ça, mais j'ai honnêtement pas réalisé avant que je rentre en médecine que même dans le sphère de soins de la santé, il y a tellement de carrières tellement d'options. Physiothérapie, ergothérapie, orthophonie, etc. J'avais vraiment pas
beaucoup d'exposition à ces disciplines non plus. Dans le fond, je pense que la médecine a été le bon choix pour moi, pour plusieurs raisons, mais je pense que dans l'équipe de professionnels de santé, on travaille tous ensemble. Les médecins, souvent, ils sortent comme les leaders de l'équipe. Et je pense que c'est un domaine dans lequel je suis forte. Alors, je pense qu'être médecin est le bon choix pour moi. Mais tout ça pour dire qu'il y avait tellement d'inconnus dans toutes les étapes de ma formation. Quand j'y pense, c'est, comme on dit en anglais, like I went in blind, honnêtement. Puis, écoute, ça a super bien fonctionné pour moi, mais tout ça pour dire que je pense que j'aurais été satisfaite dans d'autres carrières dans le domaine de la santé, mais je suis hyper satisfaite dans ma carrière. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont relate à ça, là, honnêtement. Là. Puis, est-ce qu'il y a des moments, tu sais, vous êtes allé à l'aveugle un peu, est-ce qu'il y a des moments où vous étiez comme, oh, c'est vraiment pas ce que je m'attendais, je suis pas sûre si je veux faire ça? Jamais, pas pour une seconde. OK. Vraiment pas. Puis à chaque fois, les surprises, au moins, étaient agréables. Oui, tout le temps, toujours. On continue. Toujours. Puis c'est à quel point que vous avez réalisé que la médecine familiale, ça vous intéressait? Alors, une histoire très intéressante. Alors, en fait, en commençant la médecine, j'avais vraiment comme aucune idée de ce que je voulais faire et vraiment l'esprit complètement ouvert. Aucune tendance vers quelque chose en particulier. Je voulais vraiment garder toutes mes options ouvertes. Je rentrais en médecine avec une vie quand même assez bien établie à Montréal. Alors, je suis née ici, ma famille est ici. Mon mari, il n'était pas mon mari en médecine, mais en tout cas, on est ensemble depuis plusieurs années et il était à Montréal aussi. Alors, vraiment, la fondation de notre vie était à Montréal. Ça ne m'intéressait pas vraiment de quitter la ville. Ça ferait plaisir de travailler comme en banlieue, mais de quitter Montréal comme... C'était pas mon vibe. Alors, je voulais rester ici. Et je pense que j'ai décidé assez tôt dans le parcours. On prend la décision, est-ce qu'on est plus médecine ou est-ce qu'on est plus chirurgie? Moi, j'ai pris cette décision-là assez tôt. Okay? Alors, arrivé à comme la 2e année, j'étais assez fixe médecine et pas chirurgie. Puis dans la médecine, honnêtement, j'ai tout aimé. J'étais une bonne étudiante, des bonnes évaluations. J'ai toujours eu plus un intérêt, c'était plus mon vibe de travailler avec les familles et les enfants. Alors, en fait, pour tout mon parcours en médecine, presque tout mon parcours, j'étais full pédiatrie. Tout le long. Tous mes stages, mes intérêts en recherche, tout ce que j'ai fait pour comme booster un petit peu mon profil en tant qu'applicante a toujours été pour la pédiatrie. J'avais toujours la médecine familiale en arrière de ma tête, en sachant qu'on peut voir les enfants en med-femme, mais je sais pas qu'est-ce qui m'a pris pour moi, pour travailler avec les enfants, c'était pédiatrie et pédiatrie seulement. Et je me voyais et dans un centre hospitalier, et peut-être aux urgences, et peut-être dans la communauté. J'avais un profil un petit peu comme... Je me voyais un petit peu partout. Mais c'était vraiment full pédiatrie. Et j'avais fait des stages en santé de la femme, et j'avais fait des stages à Tiny Tot, où je travaille maintenant. Et je comprenais un petit peu comment on pourrait arriver à une carrière, c'est travailler avec les enfants dans le volet de médecine familiale, mais pour moi, c'était pédiatrie. Et c'était malheureusement pas le résultat de mon jumelage. Ah, ouais? Oui. Alors, c'était pédiatrie, mais aussi Montréal. OK? Alors, ça ne me tentait pas de quitter. Très limité. Alors, très limité. Alors, pour moi, c'était McGill, pédiatrie, Sainte-Justine, pédiatrie, et puis par la suite, McGill, Med-Femme, UDM, Med-Femme. Et c'était pas mal tout. Alors, j'avais pris la décision que, écoute, j'aime la pédiatrie, j'aime travailler dans ce domaine, mais je préfère rester à Montréal. Alors, I'll take my chances. Et puis, dans le fond, le résultat de mon jumelage était Med-Femme à McGill. Alors, j'étais comme complètement bouleversée avec ce résultat. Pour moi, j'étais une bonne candidate. C'est sûr que toutes les années, il y a toujours plein de compétitions, puis il n'y a pas assez de place en spécialité pour les étudiants qui en veulent. C'est ça. Pour ceux qui écoutent, c'est genre une des plus comme compétitives là, maintenant, là, tu sais, pédiatrie. Ben, ils sont tous un petit peu comme ça. Comme, anyways, c'est sûr que... Et c'est pire maintenant que c'était avant. Mais pour moi, c'était tellement choquant pour... mes amis et les médecins dans mes alentours, c'était également choquant. Je pense que j'étais une bonne candidate. Je pense qu'eux, ils sont d'accord. J'étais aussi une bonne candidate. Il y en a beaucoup. C'est ça qui est ça. Alors, j'ai vraiment commencé ma résidence en médecine familiale avec la pédiatrie un petit peu en arrière de la tête. Comme
si ça marche pas, ben on va peut-être faire un switch. Tu sais, on garde toutes les portes ouvertes. Pour moi, c'était pas la fin de ma carrière en pédiatrie. Puis dans le fond, dans ma première année de résidence en médecine familiale, ben, j'ai adoré ça. J'ai trouvé mon jam. J'ai trouvé la population avec laquelle je voulais travailler. J'ai réalisé pendant cette année, ces 2 années de formation, que en fait, mes intérêts n'étaient pas seulement limités à la pédiatrie, mais à beaucoup plus. Et j'ai vraiment trouvé mon bonheur dans ma formation. Alors, j'ai fini par finir ma résidence en médecine familiale et je suis rentrée en pratique directement après. Alors, c'est pas moi qui a choisi la médecine familiale, c'est la médecine familiale qui m'a choisi. Alors, c'était un résultat hors de mon contrôle, je pense, mais il y avait un plan divin qui intervenait là parce que j'adore mon travail. Puis pendant la résidence, est-ce que c'était possible d'avoir comme une plus grande population pédiatrique ou pas vraiment? Oui et non. C'est sûr qu'une résidence en médecine familiale, on est obligé de faire certaines rotations. On doit travailler obstétrique, on doit travailler psychiatrie, on doit travailler médecine interne, etc. Il y a une opportunité de comme shift un petit peu la pratique vers les enfants. Puis j'ai complété ma résidence à St. Mary's, qui est un hôpital vraiment beaucoup maman-enfant. Alors beaucoup d'accouchements, beaucoup de soins de nouveau-nés. Alors j'ai pu un peu, mais pas grandement, où j'ai pu pas manipuler, mais comme shift un petit peu ma formation vers la pédiatrie. C'était en faisant des stages, des electives avec, dans des centres pédiatriques comme aux urgences aux Children's et puis à Tiny Tots où je travaille actuellement pour un petit peu approfondir mes connaissances. Puis ça, où est-ce que vous travaillez actuellement? C'est quoi exactement cette clinique? Oui, alors c'est une clinique, c'est un GMF en fait. Et on est jumelé avec un autre... Alors c'est au Decary Square, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un gros édifice avec plein de locales. Puis on est jumelé avec une autre clinique au rez-de-chaussée. Et chez nous, on travaille seulement avec les enfants. Et puis la clinique avec laquelle on est jumelé, bien, ils travaillent seulement avec les adultes. Alors on travaille ensemble. Puis c'est une clinique... privé dans le sens que le propriétaire n'est pas un médecin, n'est pas le gouvernement non plus, mais tous les patients viennent avec leur carte soleil, ils ne payent pas de frais et c'est le gouvernement qui me paye, c'est mon salaire à l'acte. Et c'est ça, c'est une énorme clinique d'enfants avec 15 ou 16 bureaux de médecins et on voit un volume de fou, des centaines et des centaines de patients par semaine. Puis ça, c'est toutes des médecins de famille qui travaillent à ces cliniques-là? Alors, on est principalement des médecins de famille, une 25aine de médecins de famille, mais on travaille également avec des spécialistes en pédiatrie. Alors, c'est vraiment le fun de travailler là-bas parce que on a une opportunité de consulter des spécialistes vraiment comme en tapant à la porte à côté. Alors, ça nous donne énormément de soutien. Comme tu vas savoir rapidement, peut-être toi aussi, la formation en médecine familiale est courte, vraiment courte, ça passe comme ça. Et on n'a pas énormément de formation en pédiatrie. Alors, pour sortir indépendamment en pratique, clinique, full-time, après avoir fini la résidence, il y a énormément de choses qu'on ne sait pas encore. Ça. Alors, avoir le soutien d'un spécialiste ou deux spécialistes, c'est un support, j'ai pas les mots, c'est tellement que j'ai appris de eux dans les premières années de ma pratique. C'est comme un support incroyable, vraiment. Alors, on travaille ensemble. Est-ce que la transition, c'est quand même bien faite? T'sais, justement, je pense que ce serait la crainte de beaucoup de monde de se dire oh là, en 2 ans, faut que je connaisse quand même bien ma population puis je suis capable de me débrouiller. Comment ça s'est passé pour vous? Honnêtement, pour moi, ça s'est bien passé. Pas parce que j'étais résidente exceptionnelle, mais parce que je suis une personne plutôt comme autorégulatoire. Je comprends mes limitations à moi. Je sais quand demander de l'aide. Je l'ai fait évidemment beaucoup plus au début que je le fais maintenant, mais c'est vraiment une question de connaître tes limitations, puis avoir un réseau autour de toi où tu peux demander des questions pour avoir le support que tu as besoin. Ça s'est super bien passé, honnêtement. J'ai fait ça tranquille, comme pas à temps plein tout de suite. Je voulais vraiment prendre mon temps et faire une prise en charge de patients vraiment tranquillement et lentement pour bien connaître mes patients et bien connaître mes familles. Et puis, ça s'est honnêtement super bien passé.
Puis, il y a beaucoup de domaines en médecine de famille où est-ce qu'on peut faire une année supplémentaire ou un 3 mois supplémentaire. Y a-t-il quelque chose comme ça pour la pédiatrie? Alors non. Oui et non. Pas formellement seulement pour la pédiatrie, mais il y a un plus essentiellement en obstétrique. Alors, le programme s'appelle Maternal Child Health. Alors, dans le programme, et ça peut être 6 mois, ça peut être 1 année, on peut faire des stages en pédiatrie, mais on doit absolument faire des stages en obstétrique aussi. Alors, c'est une formation et pédiatrie et obstétrique. De tous les stages que j'ai complétés de toute ma carrière en médecine, celle que j'ai le plus détestée, c'était l'obstétrique. Rien de contre les obstétriciens, mais c'était vraiment pas pour moi. Alors, pour moi, de penser à encore quelques mois de formation en obstétrique, forget about it. Déjà qu'on en a fait assez en résidence, j'avais aucun intérêt. Alors je suis rentrée en pratique directement. Mais heureusement, à cause de la nature de ma clinique où on travaille tellement avec des spécialistes, c'est comme si j'avais fait un genre de fellowship à ma clinique même, parce que avoir un pédiatre avec 25 ans d'expérience, la porte à côté pour leur poser toutes sortes de questions à n'importe quel moment, c'est une formation, on peut pas mettre un prix sur ça. C'est tellement que ça a été important pour ma carrière. Alors, j'ai énormément appris dans les premières années. Je continue évidemment à apprendre régulièrement, mais énormément appris dans les premières années de ma carrière. C'est sûr que ce serait populaire, une année, un +1 en pédiatrie. Honnêtement, je pense que oui. Je pense pas que c'est forcément nécessaire, juste parce que c'est un médecin de famille général qui voit toutes sortes de patients ne voit pas énormément d'enfants, ou s'ils en voient, je pense que la formation qu'on reçoit est adéquate. Et puis, à la limite, s'il y a un problème qui est un petit peu plus complexe ou difficile à résoudre, on peut toujours consulter les spécialistes. Parce que je fais ce travail à temps plein et je vois toutes sortes de problèmes régulièrement, je pense qu'une année comme ça me tenterait à moi, mais pour un médecin de famille qui voit, je sais pas, 15%, 20% d'enfants, peut-être un petit peu moins pertinent. On peut dire ça de tout en médecine familiale. Ben oui, ça serait intéressant de faire une année de plus en, je sais pas, MPOC, pourquoi pas? Plein de gens qui en ont. Pour vraiment de tout. On doit vraiment être comme expert dans tellement de domaines. Tout le monde pourrait bénéficier de quelques mois de plus de formation. Puis c'est quoi exactement que vous faites au quotidien avec, je sais que vous suivez des enfants, des adolescents, mais est-ce que c'est tous les groupes d'âge? Est-ce que c'est des suivis de personnes en santé, des personnes malades? Alors, c'est un petit peu de tout. Alors, essentiellement, ce que je fais dans mon cabinet est exactement ce que mon pédiatre a fait pour moi et sûrement ce que vos pédiatres ont fait pour vous. Alors, vous savez sûrement très bien que le rôle de pédiatre change énormément et change depuis plusieurs années. Puis les pédiatres, on les considère plutôt comme des spécialistes pour les enfants, des internistes, mais pour les enfants. Alors, la formation en pédiatrie est vraiment très focus dans des soins de 3e ligne, des soins hospitaliers, des soins intensifs, des surspécialités en pédiatrie. Alors oui, ça existe des pédiatres qui finissent leur formation et qui rentrent dans la communauté, mais c'est plutôt rare. Je vous dirais que la majorité des pédiatres qui finissent leur formation et qui rentrent travaillent plutôt dans des milieux plus spécialisés, plus hospitaliers. Alors ma journée, je travaille à temps plein. Et toutes mes journées sont pas mal pareilles. Je vois un mix de tout. Un mix de, on appelle ça en anglais un check-up. Alors, c'est un rendez-vous de routine, un bébé de 6 mois qui vient pour son check-up. Un mélange de ça, puis des rendez-vous de même journée. Alors, comme vous savez très bien, les enfants tombent malades très régulièrement. Alors, c'est hyper pertinent dans ma pratique et dans mon horaire d'avoir un horaire plutôt accès adapté pour donner l'opportunité à mes patients de venir me voir quand ils sont malades, quand ils en ont besoin. C'est pertinent pour tous les médecins de famille, mais particulièrement pour les médecins qui travaillent avec la population pédiatrique parce qu'ils sont toujours constamment malades. Alors, c'est un mix de tout. Alors, un mix de on appelle ça well care. C'est des enfants qui sont en bonne santé, qui viennent pour leur visite annuelle ou leur visite périodique. Des suivis pour des patients que j'ai vus. On a essayé de solutionner un problème. On essaie de voir qu'est-ce qui se passe. Et aussi des enfants qui sont malades, qui viennent same day. J'ai de la fièvre 3 jours. J'ai besoin de consulter. Un peu plus acute. Oui. Est-ce que vous suivez aussi des patients un peu plus chroniques? Oui, absolument. Puis vous avez mentionné le rôle du pédiatre qui a évolué, mais dans les dernières années, là, c'est comme ils sont plus supposés voir justement des enfants. Oui, alors ça c'est un petit peu compliqué, mais essentiellement, la RAMQ, le gouvernement,
la RAMQ fait partie du gouvernement, a décidé de ne plus payer les frais d'un check-up pour un pédiatre. Les spécialistes, pas toujours, mais pour cet acte en particulier. Alors, parlons c'est un enfant de 3 ans qui vient pour sa visite annuelle, OK? Le pédiatre qui va exiger ses frais auprès de la RAMQ va être payé plus qu'un médecin de famille qui fait le même travail. Et la RAMQ, le gouvernement, a réalisé que, en effet, ce travail peut se faire par un médecin de famille. Ce n'est pas nécessaire d'engager un spécialiste pour un examen de routine pour un enfant de même. On va arrêter de payer les pédiatres pour ça, mais oui, absolument, on paierait les médecins de famille. Alors, le problème, c'est qu'évidemment, la RAMQ a déroulé ses nouvelles avec aucun warning et que ça s'est fait du jour au lendemain. C'est ça le problème. Mais la philosophie derrière... Ça fait du sens. Ça fait du sens, oui. Il y avait aucune accommodation pour des pédiatres qui travaillent 35 ans, qui, dans une journée, ont dû énormément changer leur pratique. Alors, c'est pas juste pour eux, mais pour un pédiatre ou une résidente ou un résident en pédiatrie qui complète sa formation, it kind of makes sense. Pour un enfant qui est en bonne santé, quelqu'un comme moi peut vraiment gérer leurs problèmes de santé et gérer leur croissance et leur développement de la même manière qu'un pédiatre. Pas pour dire que j'ai les mêmes compétences qu'un pédiatre, pas du tout, loin d'être le cas. Ma formation a été très, très différente, mais après 7-8 années de pratique dans la communauté, on voit pas mal le même genre de problème. Alors, c'est vraiment ça derrière ils peuvent plus. C'est un petit peu compliqué parce que les patients, on lit ça dans les journaux et les patients ne comprennent pas. Mais essentiellement, c'est ça la philosophie derrière le changement. C'est vraiment la manière dont ça a été déroulé qui était plus problématique, je pense. Est-ce que ça ouvre la porte à plus de médecins de famille qui voudraient travailler avec la population pédiatrique? Je pense que la porte est vraiment ouverte. Il y a aucun... C'est le seul... Moi et mon mari, on parle de ça souvent parce qu'il est en droit. Alors, il travaille beaucoup avec des personnes d'affaires et c'est comme le seul domaine où il y a un nombre illimité de clients sans devoir faire du marketing ou du recruitment. Comme vraiment, il y a toujours comme une abondance de patients. Et c'est vraiment le cas actuellement parce que post-pandémie, énormément de médecins de famille qui ont pris leur retraite. Alors, plein de patients qui se trouvent orphelins. Il y a zéro shortage de patients. Si je voulais prendre 1000 patients demain, ma liste serait pleine comme ça. Alors, la porte a toujours été ouverte. Je pense que pour les médecins de famille, comme pour tout le monde, quand on travaille dans un certain domaine avec certains patients pour une certaine période de temps, on finit par établir notre confort. Alors, si je parlais avec un collègue à moi qui est en pratique depuis 20 ans, qui ne voit pas d'enfants, mais de changer la direction de la pratique puis de travailler avec la population pédiatrique d'un coup comme ça fait peur un peu. On perd nos compétences. Mais la porte a toujours été ouverte. OK. Ouais. C'est bon savoir. Oui. Oui, il y a aussi quelque chose que vous avez dit tantôt qui m'a un peu allumé. Vous avez dit que pendant votre résidence, vous aviez fait des stages, par exemple, à l'urgence, au Children. Oui. Est-ce qu'en tant que médecin de famille, vous pouvez travailler dans des urgences pédiatriques ou ces choses-là? Non. Je pense que ça dépend où on travaille. Dans les centres comme Sainte-Justine et au Children's, les urgentologues doivent être des urgentologues pédiatriques, mais dans la formation de médecine familiale, on doit faire un minimum de 1 mois. Je pense que c'est 2 mois. Je ne me souviens plus là, mais je pense que c'est 1 ou 2 mois en soins urgences. Alors, on peut choisir, on doit faire urgence comme générale. Et puis, pour le deuxième stage, on peut choisir, est-ce qu'on veut continuer dans les soins d'urgence généraux ou est-ce qu'on veut faire comme une formation en pédiatrie? Alors, j'avais choisi la pédiatrie, mais non, les urgentologues dans les centres hospitaliers à Montréal sont des pédiatres. C'est vraiment une spécialité pédiatrique. Puis, oui, je vois des choses qui sont plus aiguës au quotidien dans ma pratique. Oui, je fais des shifts en urgent care à toutes les semaines, mais je ne me sentirais pas du tout, mais vraiment pas du tout à l'aise de travailler dans un centre hospitalier pédiatrique, faire la réanimation pédiatrique, etc. C'est en dehors de mes compétences. Ouais. Fait que les milieux où un médecin de famille pourrait travailler en pédiatrie, c'est surtout clinique. Surtout clinique. Oui, surtout clinique. Je pense que, don't quote me, mais je pense que dans certains hôpitaux communautaires,
pas à St. Mary's, mais peut-être à La Salle, peut-être à Verdun, faire du néonat comme du postpartum. Pas du néonat comme NICU, mais du postpartum. C'est examen de well baby après des accouchements. Ça peut se faire par un médecin de famille. Puis dès qu'on sort de Montréal, peut-être des banlieues sous-jacentes comme Laval et Brossard, là, Rive-Sud, généralement, le rôle d'un médecin de famille s'éparpille un petit peu et puis on peut faire un petit peu plus. Comme par exemple, j'ai fait mon rural quand j'étais étudiant en médecine à Gatineau. Et puis à Gatineau, c'était un médecin de famille qui travaillait sur le ward pédiatrique. Oh, ouais. Quand j'étais résidente, j'ai fait mon rural à Cowansville. Il me semblerait improbable que c'est un pédiatre qui travaille peut-être, mais généralement, la ville se fait gérer par des médecins de famille. Alors, dès qu'on sort du bubble de Montréal, c'est plutôt des pédiatres, des médecins de famille. Puis au niveau logistique, mettons, oui. Est-ce que c'est facile, au niveau des prêmes et ces trucs-là, d'avoir juste un pool de patients pédiatres? Alors, c'est une réponse compliquée parce que la réponse à la question varie d'année en année. Ça change énormément. Mais pour expliquer un petit peu mon parcours pour mon PREM, est-ce que tout le monde sait qu'est-ce que c'est un PREM? On peut peut-être l'expliquer. Oui, on peut expliquer un petit peu. Alors, je trouve ça flou encore. Oui, non, c'est moi aussi, honnêtement, et j'en ai un. Alors, PREM, c'est permis régional pour des effectifs médicaux. Et essentiellement, c'est un permis qui est obtenu par le médecin qui donne, je pense que c'est comme ça, qui donne la permission essentiellement de travailler dans une certaine région et de facturer la RAMQ. Okay? Alors, comme vous savez, les facturations se font à l'acte. Alors, mon PREM, qui est associé avec mon permis, me donne la permission de facturer dans une certaine région à Montréal. Alors, la manière dont le PREM est accordé, c'est les PREM sont distribués par région. Okay? Alors, il y a un certain nombre de PREM à Montréal et la distribution des PREM à Montréal se fait selon les territoires et les régions. Alors, à Montréal, disons qu'il y a 100 PREM, I'm making this up, mais 100 PREM, une dizaine de PREM vont se faire donner dans le territoire de l'ouest de l'île. C'est une quinzaine de PREM qui vont se faire donner dans le territoire de Notre-Dame-de-Grâce, Montréal-Ouest. C'est une quinzaine de PREM qui va se faire donner à Ahuntsic, Cartierville, nord de l'île, exemple. Et le PREM est donné au médecin et non pas à une clinique. Okay? Alors, le médecin doit faire l'application pour un PREM. Puis, en faisant l'application pour un PREM, on doit montrer au DRMG, qui est vraiment le directeur général de médecine générale à Montréal ou en Estrie ou à Laval, quel est le profil de pratique désiré, où est la location de pratique désirée, et puis comment est-ce que la pratique du médecin va contribuer aux besoins populationnels du territoire. Et c'est ce bout d'information qui change d'année en année. Puis j'explique pourquoi. J'ai fini ma formation en 2016. En 2016, un temps pas si différent que maintenant, mais un temps politiquement un petit peu upside down, avec un énorme push pour des médecins de famille de faire énormément de prise en charge. Mm-hmm. Alors, c'était le temps où on parlait de liste d'attente infernale, pas comme si ça a grandement changé, mais bon, liste d'attente infernale, guichet d'accès qui ne se... les patients ne se distribuaient pas, médecins de famille qui ne travaillaient pas assez fort. Le push était vraiment prise en charge pour tout le monde. Alors, ce qui arrive quand il y a des besoins populationnels, c'est que le DRMG va dire, bien, OK, on a, nous, 100 PREM, mais pour 90 des PREM, ce qu'on veut de vous, les médecins, c'est la prise en charge. Alors, faites-nous la promesse que vous allez faire un certain nombre de prises en charge dans les 5 prochaines années, puis voilà, vous pouvez avoir votre PREM. C'est pas aussi simple que ça. Mais tout ça pour dire que les PREM sont accordés selon les besoins populationnels. Et les besoins populationnels changent rapidement. OK? Alors, pour moi, les besoins étaient, en 2016, en juin ou en juillet, la prise en charge. Puis, ça m'a bien arrangé parce que moi, je rentrais en pratique communautaire temps plein en juillet. Et je voulais seulement faire de la prise en charge. Alors, c'était une relation très
symbiotique. Ça a super bien fonctionné pour moi. Mais actuellement, les besoins sont hyper différents. C'est la pandémie a comme dégagé plein de monde des CHSLD, des soins palliatifs, etc. Alors maintenant, c'est plus ça le besoin. Alors toi, tu veux ton prême à, je sais pas, Saint-Léonard, pas de problème. À Saint-Léonard, il y a 4 CHSLD où on a besoin énormément de personnel. Si vous pouvez me promettre que vous allez travailler ici, ben voilà votre prême. Alors, en tant que résident finissant, si c'est pas un profil de pratique qui t'intéresse, ça peut c'est être un petit plus peu dur. difficile, oui. Alors souvent, ce qui arrive, et je dis ça souvent aux résidents finissants comme c'est conseil de carrière, c'est que ce qu'on fait au début n'est pas forcément ce qu'on va faire à la vie. C'est compliqué de ne pas travailler avec un prême. Alors c'est vraiment selon les besoins de la population. Je pense que ce qui est important à garder en tête, c'est que ce problème de prême n'est pas unique aux médecins de famille. La question de permis et de poste de travail est un problème qui, honnêtement, est plus compliqué pour les spécialistes que pour nous. Il y a toujours cette impression, j'ai toujours cette impression qu'il y a plus de finissants qu'il y a postes pour les finissants où travailler. Et ça, c'est un problème en médecine familiale et en spécialité. Quelque chose que je n'ai pas vraiment su avant de commencer ma formation, mais c'est vraiment la réalité. C'est pas tous les finissants qui vont travailler exactement où ils veulent, quand ils surtout veulent, à Montréal, tout de suite. mettons. Surtout à Montréal, en région un petit peu plus ouverte, évidemment. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, j'ai été hyper chanceuse. J'ai vraiment fini au bon moment. C'est que maintenant, je parle avec des finissants et ils me demandent, vous, tu sais, quand vous avez fini la formation, c'était quoi les besoins de votre territoire? Et quand j'explique, c'était de la prise en charge, ils sont comme, quoi? Je peux pas croire, I wish, c'est du jamais vu, ça fait des années que c'est plus les besoins, ça change tout le temps. Mais ça n'a pas été les besoins pour moi, alors j'ai pu vraiment effectuer une pratique entièrement de prise en charge. C'est vraiment intéressant parce qu'on dirait que avant de rentrer en médecine, puis un peu connaître tout ça, Oui. les gens, ils savent pas qu'un médecin ne peut pas juste décider d'ouvrir une clinique là puis travailler là. Oui, Ça fait- mais je fais énormément d'enseignements au premier cycle. Alors, j'ai beaucoup de questions de plein d'étudiants en médecine régulièrement, à tous les niveaux. Et je fais particulièrement beaucoup d'enseignements en deuxième année, dans le TPC. Alors, c'est la deuxième moitié de la deuxième année. Alors, c'est où les étudiants commencent à penser de leurs préférences et qu'est-ce qu'ils vont faire, etc. Et j'ai énormément, à chaque fois que je donne un cours, des questions par rapport au prême et disponibilité de travail, etc. Puis, honnêtement, c'est des détails qui, oui, ils sont importants, mais c'est moins important que choisir quelque chose qui te donne le bonheur et qui te donne le plaisir dans ta vie. Comme, je conseillerais à personne de choisir quelque chose parce qu'il y a des disponibilités de postes maintenant dans ce domaine. De un, la formation est longue, ça peut changer à n'importe quel moment. Et de deux, prendre une décision pour la vie comme ça, sans penser à qu'est-ce qui me donne le bonheur dans ma vie, c'est pas une bonne décision à prendre. Alors, ce que je donne comme conseil, c'est toujours forget about that stuff. Pense à qu'est-ce qui te donne de la joie. Où est-ce que tu te vois travailler, dans quel domaine, dans quelle discipline. Puis, things will work out later on. Et ça veut dire que c'est pas toujours le poste à cet hôpital immédiatement après avoir fini. Ça se peut qu'on doit faire des fellowships de plus et peut-être une maîtrise et peut-être faire quelque chose qu'on n'aime pas trop pour 1 année ou 5 années, puis faire un changement. C'est pas toujours linear. Puis généralement, les étudiants en médecine sont très type A linear, alors ça plaît pas à tout le monde. Mais généralement, it works out for everyone. Je pense que ce qui est stressant, c'est qu'on peut justement pas prédire quand on va finir. C'est comme hors de notre contrôle. Mais c'est ça, on prend le bateau quand il passe. Hein. C'est ça. Exact. Qu'est-ce que vous diriez que vous aimez le plus dans votre pratique? C'est la chose que vous dites, ça pourrait attirer les étudiants à choisir. Oui. Qu'est-ce que j'aime le plus dans ma pratique? Honnêtement, pas pour prétendre que ma vie, c'est comme des arcs-en-ciel et des licornes, mais j'adore ma pratique, j'adore mon travail. Je me sens hyper chanceuse de pouvoir le faire. Puis même 8 ans plus tard, ça n'a pas changé. Okay? Alors, vraiment, j'adore mon travail, j'adore ma carrière. Ce que j'aime le plus de la médecine familiale, c'est l'habilité de... C'est moi qui est en contrôle.
de mon horaire, de mon volume. Il y a énormément de flexibilité dans ma carrière, quelque chose que je n'ai pas apprécié quand j'étais résidente ou étudiante, mais que j'apprécie énormément maintenant parce que je suis maman de jeunes enfants et j'ai besoin de cette flexibilité. Et le fait que je l'ai et que je suis en contrôle de mon quotidien, de mon horaire, etc., fantastique. En tant que pratique, population, et j'aurais jamais pensé que ça aurait été ça, mais j'adore faire du counseling pour des nouvelles familles. J'adore faire le parcours avec des nouvelles familles. Premier bébé, nouveaux parents, hyper anxieux, et de les suivre pendant qu'ils bâtissent leur famille. J'adore les voir 7 ans plus tard, 8 ans plus tard avec leur 3e enfant et voir comment eux, ils ont évolué et faire le counseling et vraiment avoir ce suivi longitudinel. J'aurais jamais pensé que ça aurait été le cas, honnêtement. C'est très kumbaya, médecine familiale, mais c'est honnêtement où je trouve mon bonheur. C'est beau. Ouais. Puis, est-ce que ça vous fait mal de les quitter une fois qu'ils passent les 18 ans? Alors, je suis pas encore arrivée là parce que je suis seulement en pratique pour 7 ans. Et typiquement, ce qui arrive, c'est que le volume et la fréquence de rendez-vous, ça diminue avec le temps. C'est un enfant de 16 ans vient beaucoup moins fréquemment me voir qu'un bébé de 6 mois. Alors souvent, les relations avec les parents et avec les familles se font vraiment bâtir dans les 5 ou 7 premières années. Alors, je ne suis pas encore là, mais chanceuse pour moi. Si j'arrive au point où ma pratique grandit avec moi et que je décide, je ne veux pas leur dire au revoir, je peux toujours continuer à les suivre, trouver un nouveau local. Il y a toujours cette capacité de réinvention en médecine familiale qu'on n'a pas dans la pédiatrie. C'est vrai. Alors, the world is my oyster, comme on dit. Puis, y a-t-il un aspect que vous aimez un peu moins? Écoute, tout ce qui est comme admin, c'est la paperasse, ça me rend folle. Honnêtement, non. Je pense que les choses que je n'aime pas dans mon quotidien, c'est comme tout le monde peut dire la même chose. Il y a certains patients, certaines familles qui me donnent des cheveux gris. C'est le cas pour tous les médecins dans tout le monde. C'est certaines périodes de temps qui sont tellement occupées que je me sens noyée. Comme par exemple, c'est saison de grippe, décembre, janvier. On est tellement occupé, tellement débordé, plus stressant. Mais honnêtement, largement, je m'en plains pas. Je suis hyper chanceuse. Vraiment. Puis, est-ce que ça peut devenir un peu répétitif d'être juste en clinique, puis dans la même clinique, tu sais, oui, à tous les jours? Oui. Tout à fait. À ce stade dans ma vie, tellement que je suis occupée à l'extérieur de mon travail avec mes jeunes enfants, ça ne me dérange pas de faire la même chose à tous les jours. Mais je ne pourrai jamais le faire à temps plein, 5 jours non-stop. C'est quelques semaines de vacances et c'est tout. Comme j'ai dit, je fais énormément d'enseignements au niveau du premier cycle à McGill en médecine. Et je suis directrice de cours de médecine familiale dans le TPC. Et je donne également des cours en première année. Alors, j'ai un profil de pratique qui inclut l'enseignement que j'adore. Alors, en fait, je travaille cliniquement 4 jours semaine, lundi à jeudi. Et puis, les vendredis, c'est my teaching day. Et je fais tout ce qui est en lien avec l'enseignement cette journée-là. Alors, c'est une balance que j'adore, en fait, parce que ça me donne un petit time-out de la clinique et je peux donner mon attention à un autre profil de la médecine que j'aime beaucoup. Mais justement, ça, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que les gens qui sont très intéressés à devenir comme enseignants, ils se disent que c'est plus les spécialistes là, qui... Mais je sais pas, en tout cas, c'est ma perception peut-être. Mais est-ce que c'est facile pour un médecin de famille de devenir involved dans l'enseignement? Absolument. C'est juste à envoyer un courriel. On est toujours en recherche de résidents et de médecins de famille qui veulent contribuer. C'est sûr que quelqu'un qui veut contribuer n'est pas toujours la bonne personne à contribuer. C'est-à-dire on doit avoir des compétences particulières pour être un bon enseignant, particulièrement pour des étudiants en médecine. Mais au niveau de l'implication, ça se fait
facilement et rapidement. C'est intéressant que tu dises que ton impression, c'était que c'était plutôt des spécialistes qui donnaient des cours et qui faisaient de l'enseignement. On est très au courant de cette perspective des étudiants de médecine et je pense que ça a énormément à faire avec la manière dont les cours sont donnés à McGill, mais aussi à l'Université de Montréal et aussi vraiment dans toutes les facultés de médecine au Canada. C'est très specialist heavy. Alors, comme vous avez vu dans FMD, c'est vraiment des blocs de spécialités, un bloc cardio, un bloc rénal, un bloc respiratoire. Les cours se font donner par des spécialistes. C'est en fait pour cette raison que moi, avec une de mes collègues, a établi cette série de sessions longitudinales médecine familiale dans le FMD pour vraiment démontrer aux étudiants, « Hello, nous aussi, on fait... » La cardiologie, nous aussi, on fait des soins de patients qui sont en dialyse. Nous aussi, on fait des soins de diabète, etc. Alors, c'était essentiellement ça. C'est pour prendre la spécialité, mais l'emmener dans la communauté, pas pour vous donner des nouvelles informations, parce que, comme vous savez, ces cours-là sont pas... ils sont simples, c'est pas compliqué, c'est pas des nouvelles informations, mais c'est vraiment pour vous montrer, écoute, nous autres, on le fait aussi, et aussi, on le fait comme première ligne. Alors voilà, voici l'application concrète de ce que vous apprenez, mais dans un milieu plutôt communautaire. Mais c'est quand même des cours marquants, là, en tout cas, je trouve. Là. J'ai toujours du bon feedback, toujours. C'est pas parce qu'on veut rendre les cours compliqués, c'est pas pour vous déborder, mais juste pour faire comme un résumé de problèmes pratiques que nous, on voit à tous les jours. Je trouvais aussi que souvent dans ces cours-là, on avait une meilleure idée. En tout cas, moi, ça m'aidait à genre, comprendre la matière de façon syndiale pour être capable d'aller rajouter du contexte, mais il faut que tu comprennes la base, puis c'est quoi la première ligne pour pouvoir après ça voir c'est quoi la deuxième, troisième, quatrième. Je pense que c'est une compétence importante pour les médecins de famille et les spécialistes, vraiment à tout niveau de formation, c'est de comprendre que sont nos limitations, que devraient être nos limitations et quand référer. OK? La dernière chose que je voudrais d'un étudiant en médecine, c'est de penser, ça, c'est un problème qui est en lien avec le cœur. Cardiologie tout de suite, tu sais. Ce qu'on veut vraiment donner comme information, c'est non. Le work-up, ça commence avec nous. C'est là où la ligne devrait être dessinée, puis c'est là où on appelle pour de l'aide. Puis on essaye vraiment de model ça dans les cours qu'on donne. J'en oublierai jamais, il y avait un étudiant en médecine qui est venu, il y a quelques années, qui est venu me voir après mon cours en, je sais pas, je me souviens plus, c'était comme cardio ou néphro, et il m'a dit, I had no idea that family doctors could do this. I thought that family doctors just referred. Et j'étais comme, quoi? On a du travail à faire, nous autres. Alors, tout ça pour dire, c'est vraiment pour cette raison qu'on a établi le cours. Et puis, à date, super bien reçu. Puis c'est vrai que pour garder un intérêt pour la médecine familiale, on dirait qu'il faut comme le voir régulièrement, tu sais, voir que ça existe, que c'est varié. Oui, tout à fait. Sinon, j'ai l'impression qu'on a tendance à oublier tellement on fait quasiment juste des stages de spécialité. C'est vraiment... On essaie. Je pense que dans le département de médecine familiale, on essaie d'augmenter l'exposition le plus que possible. C'est le programme ELMF est unique au Canada. On fait plusieurs semaines de stage. C'est en troisième année. Mais on essaie. On fait ce qu'on peut. Sinon, est-ce que vous en avez déjà parlé un peu, là, mais si vous aviez comme quelques mots à dire aux étudiants qui sont perdus, là, qui savent pas ce qu'ils veulent faire, qui sont comme faut que je décide. Qu'est-ce que j'ai à dire comme conseil pour ça? Alors, une des choses que je pense que j'aurais bien aimé savoir, moi, c'est que, et je l'ai vécu au cours de ma formation, c'est que on peut trouver notre bonheur dans plus qu'une place. C'est pas seulement une spécialité qui est notre destinée pour la vie. Oui, il y a des gens comme ça. Je suis sûre que vous en connaissez dans votre classe aussi. J'en avais dans ma classe aussi. Mais c'est seulement un métier, c'est seulement un travail. C'est pas la vie entière. Je pense que la formation nous fait sentir que c'est notre vie entière, mais c'est seulement une partie de notre vie. Et avec la bonne attitude et la bonne perspective, le bonheur se trouve où on le cherche. C'est en fin de ligne, on est tous des médecins, on est tous chanceux de passer à travers cette formation, on est tous chanceux de finir au finish line avec notre degré.
si c'est de la médecine interne versus la médecine familiale ou la chirurgie générale versus la chirurgie vasculaire, c'est pas là où on trouve notre bonheur dans la vie. C'est vraiment dans les petits moments, dans les moments à l'extérieur de la carrière, dans les petits moments avec des patients, dans la connexion. Et je pense que pour les étudiants qui sont perdus, si on se rappelle de quelle était notre motivation pour rentrer en médecine, je pense que cette motivation et ce bonheur, on le trouve dans pas mal toutes les spécialités. C'est beau. Tellement bien dit. On finit là-dessus. Merci beaucoup, Ça fait plaisir. Merci. Ça fait plaisir.